Bonjour, bienvenue au Printemps de l'économie, 9e édition déjà, dont le thème cette année est bifurcation, l'heure des choix. Donc déjà ravi de retrouver le public en chair et en os, mais également c'est une formule hybride, comme l'an dernier, c'est retransmis en direct. Et nous avons des salles de retransmission un petit peu partout. Donc je salue dans la salle les étudiants et les lycéens qui sont présents, mais également ceux qui sont à distance, notamment même à Brazzaville, Oslo, Niamey. On a des salles de retransmission un petit peu partout. J'espère donc que vous allez trouver matière à réflexion, matière à penser dans cette belle édition. Et je vous souhaite un très bon printemps de l'économie. Et bienvenue sur le principal campus d'INSECU. INSECU qui est le principal mécène, et nous nous en réjouissons de ces printemps de l'économie, autour d'une thématique qui nous est chère, qui est celle des bifurcations et l'heure des choix. L'heure des choix, c'est important puisque, en fait, vous qui êtes nombreux à nous suivre, beaucoup de jeunes, eh bien, c'est vous qui allez devoir choisir et orienter ces bifurcations. Alors, INSECU est d'autant plus ravi de vous accueillir aujourd'hui que c'est le jour où nous changeons de nom. Donc, le groupe va changer de nom. Je ne peux pas encore vous le donner, puisqu'en fait, la conférence de presse a lieu dans 1 heure, et je vous le dirai un peu plus tard sur le nom que nous avons. Donc, je nous souhaite un très bel événement, et je voudrais aussi dire tout le plaisir que j'ai à retrouver René Passet, qui a été mon professeur, mon directeur de thèse, il y a quelques années maintenant, René. Et j'ai beaucoup d'émotions, en fait, aussi pour cette raison. Donc, merci à Pierre Pascal, et merci à tous ceux qui ont contribué au sein de l'INSEC à la réussite aussi de cet événement. Et je voudrais saluer Julien Pillot qui doit nous écouter à distance, qui a été un acteur important aussi pour nous. Alors, merci beaucoup. Et puis, bonjour à tous, je suis journaliste à France Inter, spécialiste des questions liées à l'environnement et pas à l'économie. Alors je suis ravie d'avoir été sollicitée pour animer cette première séance d'ouverture avec vous. Ravie d'être parmi des économistes qui marquent autant leur époque. Ravie aussi en tant que spécialiste des questions d'environnement, parce que c'est peut-être la preuve d'une première bifurcation, ces bifurcations dont on parle qui se dessinent, preuve que l'économie dans son ensemble, les modèles productifs ont peut-être pris conscience ou commencent à prendre conscience de leur dépendance à l'égard de contraintes naturelles, climatiques, preuve aussi de l'interdisciplinarité, on en parlera tout à l'heure, qui peut être souhaitable face à ces enjeux. On parle du climat, hein, bien sûr, qui indéniablement change la donne aujourd'hui, mais aussi de la raréfaction des ressources qui atteint inévitablement les entreprises, les banques, les assurances, bref, le monde économique dans son ensemble. Juste une anecdote avant d'ouvrir la première partie. J'ai, en tant que journaliste, assisté début septembre au sommet mondial de la nature à Marseille, un sommet qui d'habitude est plutôt réservé aux défenseurs de l'environnement, aux défenseurs des espaces, des espèces protégées. Eh bien, cette année, le monde de la finance était présent à ce sommet de la nature, le monde de l'économie aussi. Il y avait par exemple Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui est venue à Marseille, et c'est peut-être le signe que l'économie et les systèmes productifs dont on parle ici pendant ce printemps de l'économie ne peuvent plus évoluer en vase clos sans tenir compte de la préservation de cette planète qui nous est commune. Alors d'abord, on va entrer tout de suite dans le vif des débats avec une première partie. Pourquoi ce thème finalement? Pourquoi ces bifurcations? Pourquoi l'heure des choix? Alors Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor. En tant que spécialiste de macroéconomie, professeur également à l'Université Paris 1, vous êtes au conseil scientifique de ce printemps. C'est vous qui avez eu l'idée de ce thème, les bifurcations. Pourquoi? Vous dites d'ailleurs que vous arrivez à la direction du Trésor à un moment vertigineux. Est-ce que cette crise sanitaire a été un choc? Est-ce que le micro fonctionne? Alors prenez bien. Prenez bien. Merci. C'est bon là? Si, peut-être. Oui. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Je voulais juste préciser une chose. L'économie de l'environnement, c'est peut-être la sous-discipline de l'économie la plus dynamique depuis plus de dizaines d'années. Donc, ce n'est pas nouveau, hein.
Simplement, ce qui est nouveau, c'est en effet l'hybridation avec le monde de la décision, de la finance, etc. Mais en termes de publication académique, les revues d'économie de l'environnement, ça fait des dizaines d'années que c'est extrêmement riche. Donc, je vous invite à aller regarder cette littérature. Alors, pourquoi bifurcation? Donc, j'étais très contente que ce thème soit sélectionné. Bon, d'abord, j'aime bien marcher en montagne et les bifurcations, je sais ce que c'est. Plus directement, donc effectivement, je suis arrivée à la direction générale du Trésor en pleine pandémie. Hein, c'était la fin du premier confinement en juin 2020. Et là, c'était quand même la sidération, à la fois pour tout le monde, hein, dans notre vie quotidienne, sur l'ensemble de la planète, ce qui est quand même incroyable, et des restrictions de liberté, des pertes de revenus parfois dramatiques. Pensez aux pays en développement, hein, parce que donc, dans les pays avancés, il y a eu aussi une bifurcation majeure des politiques économiques, des gouvernements, des banques centrales, soutien budgétaire massif, des choses jamais vues, interventionnisme industriel, fourniture de masse, de vaccins, fermeture administrative, politique monétaire ultra accommodante. Donc on voit là qu'il y a eu manifestement, il s'est passé quelque chose. Alors la crise a aussi révélé des inégalités nouvelles, pas forcément celles dont on avait l'habitude, des inégalités de logement, mais aussi de contrats de travail, des inégalités d'éducation et je dirais même de culture scientifique. Hein, on voit là, dans l'avancée du vaccin, vraiment une ligne de fracture sur la culture scientifique. Alors, aujourd'hui, donc, la question, c'est est-ce que nous reprenons notre route principale, celle que nous suivions avant la crise? Alors, le plan de relance essaye de faire dévier la trajectoire, hein, voire même de prendre une bifurcation avec un plan de relance axé sur le numérique et surtout la transition écologique. L'économie est repartie, le chômage est en dessous de son niveau d'avant-crise, le taux d'emploi est au-dessus de son niveau d'avant-crise en France, pas aux États-Unis, mais en France, c'est le cas. Donc le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte est terminé. L'inflation même est de retour, incroyable, on l'a cherché depuis des années. Alors c'est toujours un peu surprenant pour le grand public de voir que les économistes se réjouissent qu'il y a un peu d'inflation. Effectivement, on définit la stabilité des prix non pas comme une inflation nulle, mais une inflation positive, 2%, voire même un peu plus que 2%. Et ce qui permet, en fait, dans une période où il y a beaucoup de chocs structurels, hein, on va aborder une période de changement structurel de l'économie avec des secteurs qui vont devoir se redéployer, ça facilite ces redéploiements. C'est plus facile de faire des changements de prix relatifs quand il y a un petit peu d'inflation, parce que sinon, ça suppose que certains secteurs voient leur prix baisser, ce qui est extrêmement toxique. Donc voilà, c'est ça la grande question. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres routes qu'on peut suivre? Il ne faut pas croire que ce sont des routes extrêmement faciles. Et là, je voudrais mettre un peu en garde contre une vision un peu conte de fées de la transition écologique. Je pense que c'est difficile. C'est des choix qui vont nous avoir un impact sur nos vies quotidiennes, nous contraindre, nous coûter. On peut imaginer, par exemple, moins de consommation, plus d'investissement. Ça suppose aussi des réallocations de facteurs de production, capital, mais aussi de travail. Beaucoup de gens vont devoir changer de métier. Donc, je pense que là, on a en ce moment, je vais terminer par ça, on a une expérience grandeur nature, hein, avec une hausse fulgurante du prix du gaz par rapport à d'autres énergies et une hausse du prix de l'énergie par rapport à d'autres biens et services. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va vivre dans les années à venir. Si on n'est pas capable de surmonter ça, alors il faut se poser des questions sur notre détermination. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors vous, Michel Aglietta, vous êtes parmi les économistes français les plus connus, principalement pour vos travaux sur la finance. Vous avez par exemple dirigé une somme, Capitalisme, le temps des ruptures. Pour vous, vous y allez un peu fort, la crise climatique met à bas le capitalisme. Vous nous direz pourquoi. Vous évoquez bien ces ruptures écologiques. Et vous parliez déjà de bifurcation, d'ailleurs, dans le livre que vous avez dirigé. Et depuis, comme le disait Agnès, la pandémie a renforcé cette urgence. On a eu les inondations, la montée des eaux, les incendies, qui confirment que l'économie est face désormais à des risques majeurs, à des coûts. Est-ce qu'on est vraiment là, maintenant, à l'heure des choix ? Oui, à l'heure des choix sûrement, mais je veux dire, la question que vous m'aviez posée, il faut la poser comme une question. Hein. La crise climatique met-elle à bas le capitalisme? Une question intrigante. Intrigante parce que moi j'ai étudié le capitalisme sur 7 siècles, hein,
son histoire, son évolution. Et ce qui fait apparaître, ce sont des périodes dites de régime de croissance, c'est-à-dire dans laquelle les forces sociales, le capitalisme, il est en permanence soumis à des contradictions qui lui sont intrinsèques, hein, puisqu'il y a des luttes de classe dedans, etc. Mais il y a des périodes dans lesquelles les institutions stabilisent le système. Les institutions qui ont été mises en place permettent de trouver un mode de régulation qui entretienne en quelque sorte une certaine régularité. Et il existe des périodes de rupture, il en existe depuis que le capitalisme existe, hein, qui peuvent durer plusieurs décennies, hein, voire même un siècle. Par exemple, le XVIIe siècle est entièrement une période de rupture, dans lequel des forces sociales nouvelles permettent de faire apparaître des changements politiques qui créent de nouvelles institutions qui engendrent un nouveau régime de croissance. Donc il est constitué comme ça. La question essentielle, par conséquent, qui est-elle nouvelle ou pas, c'est est-ce que la période de rupture dans laquelle nous entrons est une période qui est caractéristique de nouvelles formes de capitalisme par rapport à celle que nous avons connue et qui, elle, est en train de disparaître, en effet, qui s'appelle le néolibéralisme, créé à partir des évolutions politiques Reagan-Thatcher dans les années 1980, ou bien y a-t-il disparition du capitalisme? C'est une question sur laquelle je ne peux pas répondre, mais il est important d'en définir les termes. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une rupture d'un nouveau type qui serait incompatible avec l'accumulation du capital, puisque le capitalisme a une logique qui lui est particulière. C'est une accumulation indéfinie, hein. L'idée du capitalisme, c'est qu'il est illimité. Et donc, c'est cette question qui est cruciale. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut poser la chose suivante. Et là, on rentre dans la science environnementale. Les sciences environnementales nous montrent que on peut dire qu'il existe un capitalisme, un capital environnemental, véritablement, hein, mais qu'il est soumis à ce qu'on appelle des limites planétaires. Les limites planétaires, 9 limites planétaires ont été identifiées par l'intermédiaire des sciences environnementales depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça dont il faut poser la question. C'est-à-dire, est-ce que le capitalisme est compatible avec les limites planétaires alors que sa logique est l'accumulation indéfinie? C'est la question de fond. Et en effet, cette question est évidemment très importante puisque ces limites planétaires renvoient à des tas de problèmes par rapport au capitalisme néolibéral. Alors il me semble que le capitalisme néolibéral, lui, est en train de disparaître. Il est en train de disparaître, pourquoi ? Parce qu'il a créé essentiellement un capitalisme de rente par la concentration du capital depuis 40 ans. C'est-à-dire l'opposé de ce qu'il devait soi-disant faire, qui était la concurrence parfaite. Hein. Ce capitalisme de rente, il y en a 4 sortes. Hein. Les rentes financières favorisées par l'endettement à bas coût pendant une longue période. Les rentes digitales par capture par des monopoles privés, des plateformes Internet. Pensez, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé avec les GAFAM, hein. C'est-à-dire des rentes d'une nature extrêmement grave, puisque des monopoles privés veulent prendre en charge le système de paiement, c'est-à-dire le bien public par excellence. Et c'est normal qu'il y ait une réaction très très forte des pouvoirs publics à cet égard. Rente digitale, rente évidemment qui est liée au territoire, c'est-à-dire de métropolisation qui détruit les territoires alentours. Et enfin, la fameuse rente d'influence sur la puissance publique qui, elle, résulte de l'évasion fiscale. Donc c'est extrêmement grave. Et donc il est clair que ce type de capitalisme-là est normalement en train de disparaître et il ne peut pas en être autrement. Mais alors, la question finale sur cette première partie, hein, c'est la suivante. Depuis la crise pandémique, hein, ce que nous voyons apparaître, ce sont des événements climatiques extrêmes. C'est par exemple les événements climatiques de l'été 2021. Et donc la question, c'est ça. Hein. Les limites planétaires sont-elles dépassées? Et si elles sont dépassées, quelles conséquences dramatiques ceci peut entraîner? Ce qui veut dire que et je termine sur cette première partie, les types de transformations qui sont nécessaires aujourd'hui sont essentiellement de retourner dans les limites planétaires
qui sont en train d'être dépassées sur plusieurs points. 9 limites planétaires, au moins 3 sont dépassées, dont évidemment la température. Voilà les questions de fond qui me semblent essentielles sur ce premier point. Quels sont les choix dans l'heure des choix? On voit déjà qu'on est à l'aube d'un vaste chantier, d'un vaste programme. Alors, avant d'aborder la deuxième partie, je me tourne vers vous, Sylvie Faucheux. Vous êtes ici directrice académique du groupe INSEG, professeure agrégée des universités en sciences économiques, spécialiste de l'économie du développement durable. Vous avez dirigé, vous le disiez, votre première thèse sous la direction de René Passé, qui est juste à côté de vous. Vous avez publié un livre, Économie et politique des changements climatiques, justement. Vous me disiez en préparant cette session qu'on était dans une situation comparable à celle du XVe siècle. La société était confrontée à la peste, au fanatisme religieux. Pourquoi cette comparaison? Vous évoquez le pari de Pascal également. Oui. Alors, je pense qu'il est utile aujourd'hui de nous tourner vers l'histoire, notamment si nous sommes économistes et pour les jeunes. S'inspirer du passé, ça nous permet de mieux construire le futur. Et c'est vrai que le futur, il y a du travail pour le construire. Nous l'avons vu avec toutes les bifurcations auxquelles nous sommes confrontés, puisque les bifurcations sont multiples. On a évoqué l'écologie, mais on pourrait aussi évoquer évidemment la bifurcation digitale. Ça a été dit, il y a la bifurcation démographique. Donc, en réalité, les bifurcations sont très nombreuses. Alors, j'évoquais la fin, en fait, du Moyen-Âge, parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment que certains parlaient même de fin du monde, que face aux multiples conflits, aux épidémies, donc aux violences, aux intolérances, que finalement, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et en réalité, et ça je parle surtout pour les jeunes qui nous écoutent, en réalité, juste après, il y a eu la Renaissance. Et je crois que ça, c'est important. C'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Et c'est ce que j'ai appris, en fait, au cours de ma carrière en économie de l'environnement. Au départ, j'avais tendance, finalement, à dramatiser. C'est vrai, c'est dramatique. Mais si nous dramatisons trop, nous avons tendance à dire, finalement, à quoi bon et puis après moi, le déluge. Mais je crois qu'il y a une formidable opportunité, c'est là-dessus que je voudrais insister, il y a une formidable opportunité pour tous les jeunes qui nous entendent, parce qu'en fait, c'est eux qui vont devoir trouver les voies, accompagner ces bifurcations. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux faibles, comme il y en avait finalement juste avant la Renaissance. On ne les écoutait pas, on ne les voyait pas, mais aujourd'hui, le passé peut nous apprendre cela. Et je vous invite quand même à regarder tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat social, solidaire, un peu partout, sous des formes très intéressantes, des nouvelles formes de business, de business model. On parle d'économie circulaire, donc il faut inventer ces business models. Il y a l'économie de la fonctionnalité, on remplace par des services. Il y a des innovations dans tous les domaines, des innovations qui peuvent être radicales. Donc en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et j'évoquais le pari de Pascal. Alors, c'est Jacques Attali qui avait évoqué ce pari de Pascal il y a maintenant un certain nombre d'années, puisqu'il nous proposait finalement de ne pas être résignés, des résignés réclamants, comme il disait, mais de faire finalement le pari de prendre en main le cours des événements et de ne pas attendre simplement que l'État ou que les choses se passent, que l'État nous vienne en aide ou que les choses se passent. En fait, si nous prenons en main dans nos choix, parce que nous avons le choix, nous avons un libre arbitre, si dans nos choix nous sommes à la hauteur, ces bifurcations peuvent être aussi des moments très intéressants et peuvent déboucher en fait sur des nouvelles formes d'économie et plus largement de société. Alors, ces nouveaux modèles économiques, on parle parfois de croissance verte. Je n'aime pas le terme de croissance verte parce que c'est finalement la confrontation de l'économie et d'écologie. On laisse de côté les autres dimensions. L'écologie, finalement, au service de l'économie, bien souvent. La croissance verte, c'est ça. La RSE, on a souvent tendance à la restreindre également. En fait, le développement durable est très riche. Et là aussi, moi, je vous invite à relire
eh bien, les débats qui ont eu lieu au moment de l'émergence, à la fin des années 80, sur le développement durable. Et vous verrez comment, finalement, il y a des confrontations aussi de modèles de société, des modèles économiques, mais qui ramènent à des modèles de société. On parlait de soutenabilité forte, de soutenabilité faible. Il y avait les ecological economics. Enfin, je crois que là, vous avez des possibilités de construire toute une série vous avez de construire des modèles économiques. Alors, sur ce pari de Pascal, je voudrais revenir également, puisque, en fait, les décideurs aujourd'hui, les décideurs politiques, on le voit, sont quand même relativement dépassés par rapport à ces questions. Ils n'avancent pas ils prennent souvent des décisions avec retard et ne les appliquent pas. Alors, évidemment, ce sont les individus, ce sont les citoyens, ce sont vous, les jeunes, qui pourraient donc changer les choses. Et donc, je voudrais simplement conclure cette première partie en disant de ne plus être des résignés, de ne plus être réclamants, mais de pouvoir construire donc vos modèles et le modèle de demain pour accompagner et pour choisir ces bifurcations. Alors effectivement, on abordera cette question des solutions et des perspectives à la fin de la session. D'abord, je me tourne vers vous, René Passet. Alors vous êtes un précurseur de cette économie de l'écologie. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialiste du développement durable. Vous avez également été le premier président du conseil scientifique d'ATTAC. Vous avez toujours eu une approche transdisciplinaire. Vous parlez même de bioéconomie. Une économie fondée sur le vivant, vous nous expliquerez. En 2012 déjà, vous écriviez « Le monde n'a plus de temps à perdre ». Plus de 30 ans après, un autre ouvrage, « L'économie qu'est le vivant ». Finalement, toutes ces questions ne vous sont pas étrangères. Vous y avez réfléchi, peut-être un peu avant tout le monde. En quoi, là, maintenant, je pose la même question, on est à l'heure des choix? Il faut prendre votre micro, monsieur Passet. En ce qui concerne la gravité des épreuves que nous avons à affronter, il n'y a aucun antécédent. Jamais aucune génération n'a été soumise à des épreuves aussi graves que celles que nous avons à affronter. Nous abordons la 6e crise d'extinction massive des espèces. La 5e remonte à 50-60 millions d'années. Il y a 50-60 millions d'années, le plus lointain ancêtre de l'homme, Toumaï, n'existait pas. Toumaï n'a que 9 millions d'années. Et par conséquent, l'humanité n'a jamais connu une crise massive d'extinction des espèces. Alors, il ne faut pas y aller par le dos de la cuillère. Vraiment, oui, c'est une épreuve et on va être affronté à des changements colossaux. Alors maintenant, dans quelle mesure est-ce que c'est possible? Je crois qu'il faut revenir à la question qui nous a été posée, les bifurcations. Les bifurcations sont toujours précédées par ce qu'on appelle un point critique. Et le point critique, c'est le moment où, dans un monde en évolution, les forces s'équilibrent très exactement, de telle sorte qu'on ne sait pas quelle bifurcation. Il y a des branches qui divergent. Les forces qui tendent à faire pencher l'évolution d'un côté plutôt que de l'autre s'équilibrent très précisément, ce qui veut dire qu'il suffit d'une influence absolument minime et totalement imprévisible pour faire changer l'histoire. C'est un bouleversement total. Alors ça veut dire, premièrement, qu'il faut se situer dans une perspective évolutive. Parce que s'il y a des forces qui divergent, c'est qu'il y a évolution. Or, tout dans ce monde est évolution et rien n'existe que par l'évolution. On ne peut raisonner qu'en termes d'évolution.
Ce monde est né du Big Bang. Il est mené par un mouvement d'expansion qui a commencé à la suite du Big Bang. Et la réalité profonde, c'est celle-ci. C'est s'adapter à l'évolution. La première conclusion du Big Bang, ça veut dire, de cette évolution, ça veut dire que l'équilibre n'existe pas. Il n'y a aucun équilibre qui existe. Alors, dans quelle mesure peut-on agir? Ça suppose que on revienne à la définition du Big Bang. Moi, je crois qu'il y a deux réponses possibles. L'homme peut-il agir sur l'évolution? Oui, à court terme. Au fond, c'est une notion qu'il suffit d'une action mineure pour faire basculer l'histoire. Cette notion nous explique la capacité des hommes à intervenir, la possibilité d'influencer, que les minorités influencent l'évolution, et même la possibilité d'un homme seul, pour le meilleur et pour le pire, à faire pencher l'histoire. Mais si nous raisonnons à plus long terme, c'est tout à fait différent. À ce moment-là, la multiplication des points critiques fait que plus on s'éloigne dans le futur, plus le futur est incertain et toute prévision devient rigoureusement impossible. Impossible parce que chaque bifurcation introduit un aléa supplémentaire et les aléas se multiplient. On ne peut absolument pas raisonner à long terme. Là, il faut faire des barils. Alors voilà cette première réponse, si vous voulez. Possibilité pour l'homme d'intervenir, oui et non. Oui dans le court terme, dans l'immédiat. Non en ce qui concerne le très long terme. Oui. Alors la difficulté, c'est que, et l'espoir de faire pencher l'histoire, c'est que, et qui rejoint la gravité des problèmes, c'est la notion de rupture de causalité. Vous voyez, le point critique, c'est le point où l'évolution, où les déterminismes s'arrêtent. Il n'y a pas de déterminisme au niveau du point critique. Donc, il n'y a aucun déterminisme, donc il faut absolument s'orienter entre des déterminismes différents. Celui du passé, celui du futur. Donc il faut véritablement inventer une nouvelle société. Vaste programme à nouveau. Ah oui, mais nous sommes condamnés, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a posé justement les enjeux, peut-être on peut parler, vous teniez à en parler, Sylvie Faucheux, de souveraineté. Est-ce que finalement, quand on voit que certains secteurs aujourd'hui se privatisent de plus en plus, que ce soit la santé, l'éducation, vous me disiez même la monnaie avec le Bitcoin, est-ce que ces bifurcations-là qui désormais sont nécessaires impliquent un État plus stratège ? Alors, cette question de la souveraineté, cette question de l'État est importante par rapport à ces bifurcations, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi peut-être une bifurcation à laquelle on assiste, en tout cas pour nos pays occidentaux. On a le sentiment que finalement, que tout ce qui était de la prérogative de l'État, de l'État-nation passe de plus en plus dans les mains du privé. Alors vous avez évoqué les secteurs, mais on pourrait aussi donner la défense, puisque 60% des soldats en Irak en fait, étaient financés par le privé, c'est quand même important. La recherche, aujourd'hui, si on regarde Google ou Roche, eh bien, ils investissent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans la recherche, ce qui fait que le volume de la recherche privée est plus important que celui de la recherche publique. La monnaie, ça a été déjà évoqué avec le Bitcoin. La santé, l'éducation. En fait, c'est une vraie question parce que c'est la gouvernance pour accompagner cette souveraineté qui se pose aujourd'hui. Et on parle
sans trop faire attention parfois à ce que l'on dit de capitalisme responsable. On parle d'entreprise à impact aussi. Bon, ça signifie à ce moment-là que l'entreprise a une responsabilité et on rejoint la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce concept qui en fait existe depuis le 19e siècle, hein, c'est pas nouveau la RSE. Et en fait, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, il y a au moins 4 modèles. Il faut être aussi conscient de ça. Il y a la responsabilité sociale au sens français du terme, qui a plutôt tendance finalement à s'occuper, l'entreprise qui s'occupe de ses salariés, de l'interne, et l'État s'occupant finalement du reste. On parle aussi parfois de responsabilité sociétale, mais au sens anglo-saxon du terme, et c'est là que nous rejoignons ces questions du rôle du privé, c'est la contribution de l'entreprise à la société. Et donc, jusqu'à progressivement peut-être voir disparaître le rôle de l'État dans un certain nombre de secteurs. Il faut être aussi conscient de ces enjeux. Et puis, il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise au sens de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui voit en fait une gouvernance participative, concertative, multi-stakeholder, donc comme on dit bien souvent, dans lequel l'État intervient, mais aussi les citoyens et l'entreprise. Donc, j'ai envie de dire que là aussi, il faut faire attention quand on manie les concepts, de quoi on parle. Et il est probable que parmi les grandes questions, les grands enjeux des bifurcations auxquels vous aurez à faire face, il y a aussi cette construction d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle forme de gouvernance. Alors, certains parlaient aussi au début de la lutte contre le changement climatique de gouvernance mondiale de l'environnement. Bon, là, c'est une dictature mondiale, en quelque sorte, de l'environnement. Et bien entendu, ces modèles de gouvernance sont très importants par rapport au type de modèle économique auquel on va se référer. Et en tout cas, j'ai envie de conclure par le principe de responsabilité. Je vous invite donc à lire Jonas, hein, puisqu'en 1979, le principe de responsabilité est proposé par ce philosophe allemand. Et je crois que lorsqu'on parle de responsabilité, eh bien, ça doit nous faire écho lorsqu'il écrit « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre ». C'était pour lui ce qu'était le principe de responsabilité. Donc, je vous invite à méditer cette phrase pour construire les modèles de gouvernance. Michel Aglietta, je me tourne vers vous. Est-ce que la hausse des températures, la raréfaction des ressources, etc., suppose un État plus planificateur? Est-ce qu'il faut une politique de relance plus volontariste? Vous parlez de l'ardente obligation de l'écologie politique. Ça veut dire quoi? Il faut reprendre votre micro. L'écologie politique pour... en quelque sorte, dans la dimension que nous pouvons traiter ici en le temps si court, la question du changement climatique, hein, pour maîtriser le changement climatique. Mais le point intéressant, c'est ce que vous avez dit, donc pour moi, davantage de souveraineté pour une planification stratégique. Le problème, c'est la nécessité absolue du retour de la planification. Alors, j'ai eu la chance de commencer ma carrière à l'INSEE dans le cadre de la planification française. Et donc, au service des programmes de l'INSEE, je travaillais directement pour les commissions du plan. Le point intéressant, c'est que la planification française était originale en ce sens qu'elle mobilisait toute la société. Absolument toute la société, c'est-à-dire les services publics, mais les entreprises, les collectivités locales, les associations privées, etc., dans les commissions du plan. Et le point intéressant, c'était que ils avaient besoin, pour les raisons qui a été dit par M. Passet, étant donné qu'il n'y a pas de prévision du futur possible, la seule méthode, c'est une méthode qui est reprise aujourd'hui par les organisations internationales qui essayent de dire voilà ce qu'il faut tenter de faire, ce sont des scénarios. La recherche de scénarios pour définir des différents futurs potentiels. Et c'est ce que nous faisions. L'intérêt, c'est que ceci était discuté finalement par toute la société à travers les commissions du plan.
Et lorsqu'on aboutissait à un accord général, qui était un plan quinquennal qui était validé par le Parlement, tout le monde était concerné pour sa mise en œuvre, quoi, hein. Et donc, c'est ça qu'il nous faut retrouver. C'est-à-dire une planification stratégique qui mobilise toute la société. Car rien ne se fera, en effet, l'a bien dit René Passet, si tout le monde n'est pas pris dans le processus et d'accord avec le processus. Donc ça doit largement dépasser l'État, mais l'État doit donner l'orientation du long terme. C'est ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est-à-dire depuis déjà le début du néolibéralisme en tout cas, hein, c'est-à-dire depuis les années 80 où le néolibéralisme a pris le dessus après la crise inflationniste, eh bien nous avons 40 ans dans lesquels l'horizon des gouvernements a toujours été un horizon court et dominé en fait par les forces du marché. Or, la question essentielle est, Nicolas Stern là, le montre récemment dans une phrase très importante, c'est-à-dire, il dit, le changement climatique est la défaillance la plus importante du marché de tous les temps. Ce qui veut dire que dépasser le marché est évidemment, et donc dépasser les conflits des acteurs privés par lesquels se fait, les processus de déséquilibre du marché, quoi, hein, est fondamental, et c'est ça que je dis est nécessaire, retrouver une planification stratégique. La question cruciale, c'est quelle planification stratégique aujourd'hui ? On ne peut pas retrouver sur le plan institutionnel exactement ce qu'a été les commissions du plan. D'autre part, cette planification doit au moins, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'Europe dans son ensemble, être au niveau européen, n'est-ce pas? Et donc intégrer très fortement les nations à l'intérieur de l'Europe. C'est ce que la présidente de la Commission essaye de faire à travers son projet Fit for 55. Mais il doit être mis dans une planification stratégique pour retrouver un horizon de long terme par laquelle la puissance publique donne une orientation permettant de mobiliser le privé, à la fois l'épargne, qui aujourd'hui est totalement oisive, et pour la relancer dans l'investissement, mais pour établir cette complémentarité publique-privée qui est absolument indispensable dans les investissements. Et donc, c'est ça dont j'essaierai de dire sur deux plans tout à l'heure, quelles sont les méthodes concrètes qui me paraissent importantes en ce qui concerne deux points essentiels de cette planification stratégique potentielle. Mais le point est important, c'est ça, c'est que l'écologie politique, c'est ça, c'est retrouver le sens du long terme dans une planification stratégique dans laquelle l'écologie est totalement intégrée comme pivot d'une politique industrielle nouvelle. Agnès Benassi-Kéré, je vois que ça vous fait réagir. Vous trouvez que Michel Aglietta, il va un peu fort ou... Non, je pense qu'il va pas fort sur l'objectif général, et il a eu raison de citer quand même la stratégie européenne Fit for 55, qui est quelque chose de très ambitieux, très, très ambitieux. Les négociations vont être très dures. Mais je voulais quand même dire que là, il y a une bifurcation, effectivement, entre planification et s'appuyer sur le marché. Et on n'a pas encore parlé du signal prix. Je pense que pour massifier... Alors, j'ai bien entendu ce que tu disais dans les passés tout à l'heure, qu'une petite impulsion peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Cette petite impulsion, cette grosse impulsion, je dirais, le plan de relance, le plan d'investissement qui est annoncé aujourd'hui par le président, c'est quand même substantiel, mais ça n'est pas tout. Et je pense que pour la massification des efforts, in fine, il faut faire comprendre à la population que le signal prix, c'est plus acceptable par rapport aux libertés individuelles que la planification. Qu'est-ce que vous diriez la planification, on vous dit qu'est-ce que vous avez le droit de faire, pas de faire. Vous n'avez plus le droit de circuler en voiture. Vous n'avez pas le droit d'acheter plus qu'un pantalon par an. Vous n'avez pas le droit. On vous dit qu'est-ce qu'il faut faire avec votre épargne. On va vous prendre votre épargne et on va l'investir pour vous. Je pense que je grossis le trait un peu. Je grossis le trait un peu, mais je pense que pour la massification, vu le temps qui nous reste, il est indispensable. Et on viendra peut-être sur le sondage, parce que là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet. Oui, on peut en parler si vous voulez. Intellectuellement, tout le monde est d'accord pour faire des politiques contre le réchauffement climatique, mais en pratique, quand on parle de changement de comportement individuel, c'est terminé.
On n'est plus d'accord. Et la majorité des Français souhaitent quand même réduire leur dépendance aux importations. Donc il y a une prise de conscience, mais pas forcément encore une volonté de tout changer. C'est peut-être aussi une question de temps. Alors, je pense que ce sondage est vraiment excellent. D'abord, les questions sont très bien posées. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, il donne de l'espoir parce que la jeunesse se montre quand même beaucoup plus cohérente que le reste de la population. Je prends l'exemple de la dépendance aux importations. Donc 87% des sondés sont favorables pour réduire la dépendance aux certains biens stratégiques, mais seulement 41% sont prêts à payer le prix. Oui, vous voyez une incohérence. Donc je pense que c'est bien d'avoir posé la question, c'est bien de montrer l'incohérence des réponses, et les jeunes sont plus cohérents. 60% sont prêts à accepter, sont payés plus cher pour les importations. Donc là, je dois dire, pourquoi pas, hein. On voit aussi une très grande division de l'opinion par rapport aux sujets comme le nucléaire, par rapport à la taxe carbone. Et là aussi, les jeunes sont plus cohérents, me semblent plus cohérents dans leur choix. Après, moi, j'étais un peu étonnée du fait que les gens semblent avoir une opinion sur des sujets très techniques, sur le nucléaire, sur les brevets, des biens de santé publique, sur la défense, sur le démantèlement des CAFAM. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est le faible pourcentage de « ne sais pas ». Alors que sur plein de sujets, je suis étonnée. Donc soit c'est vraiment excellent, les gens sont extrêmement bien informés, soit c'est un peu inquiétant. Et sur le changement climatique, qui est le sujet qui nous occupe ici, 33% des répondants pensent que la France peut agir seule, franchement, contre le réchauffement climatique. Donc là, il y a quand même une méconnaissance. Un petit sujet. Alors, est-ce que ça veut dire, oui, il faut prendre le leadership et puis le reste du monde suivra mais comme a dit Michel Aglietta, c'est minimum au niveau européen que ce type d'action peut avoir un impact. Et dernier point, je trouve qu'il y a un sujet qui est aussi très intéressant, c'est sur l'augmentation du niveau de protection sociale. Donc, on a une réponse assez claire du sondage. 62% des sondés sont contre une augmentation du niveau de protection sociale. Et là, avec plus de cotisations. Et c'est ça qui vient dans le sondage, c'est que le coût vient en même temps. Et les jeunes souhaitent au contraire plus de protection, à 59%, et ce qui est logique pour eux, puisqu'ils ont un parcours qui est beaucoup plus instable. Mais ils se rattrapent de manière très logique, en étant les seuls à accepter de travailler plus longtemps. Donc voilà, donc je voulais féliciter les jeunes qui sont présents ce matin ici pour cette cohérence des réponses qui fait un peu du bien par rapport aux défis qui nous attendent. Alors, pour en revenir à cette question de la souveraineté, René Passet, est-ce que ça suppose une planification à la française ? On voit qu'aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, Agnès Benassi-Kéré le disait, présente un plan pour les 10 ans qui viennent, où il sera question des nouvelles énergies et du nucléaire, etc. Est-ce que vous parlez d'une planification à la française ? Je voudrais effectivement répondre à cette question et puis également reprendre l'idée de dépasser le marché. Le micro. Alors peut-être en sens inverse. Je vais partir par dépasser le marché. Effectivement, dépasser le marché. Parce que lorsqu'on ne dépasse pas le marché, on raisonne en termes de marché. En termes de marché, c'est-à-dire en termes de complémentarité, substituabilité des biens, de prix relatifs. Et on part de l'idée que lorsque un bien coûte plus cher, à un prix qui s'élève, alors sa demande relative va diminuer et que, par exemple, pour lutter contre les pollutions, quelles qu'elles soient, en particulier par le carbone, eh bien, on va taxer le carbone, ce qui va augmenter le prix relatif du carbone, ce qui va automatiquement faire diminuer le prix du carbone. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, ça ne marche pas. Ça, ce sont des petits remèdes d'apothicaires qui n'aboutissent strictement à rien. Regardez les émissions de carbone dans l'industrie qui sont soumises à la tarification carbone, ça marche extrêmement bien. Où donc, dites-vous ? Dans le domaine de l'industrie est soumise à la tarification carbone avec un prix qui aujourd'hui est relativement élevé. Et insuffisant, je suis d'accord, mais néanmoins, cette expérience prouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que là où ça peut fonctionner pour l'industrie, ça marche moins pour les ménages. Voilà, cette expérience prouve qu'il y a des cas où ça fonctionne, ce qui est tout à fait différent. Alors, maintenant, oui, alors je voulais dire, c'est pour ça que personnellement, j'ai adopté depuis toujours
une approche transdisciplinaire. Alors, transdisciplinaire, c'est-à-dire qui passe justement au-dessus du marché et à travers les disciplines. C'est relié à ce que je disais tout à l'heure en termes d'évolution. L'évolution traverse les logiques des différents secteurs, des différents marchés. Donc, une approche transdisciplinaire, pourquoi? Parce que, en particulier en matière d'écologie, l'écologie touche à la fois à la physique, au phénomène physique, au phénomène biologique, à l'interdépendance de toutes choses, etc., et à la complémentarité. Alors, il y a deux façons de raisonner. Ou bien on tient compte de la spécificité de chaque discipline. Chacun essaie de s'ouvrir à la discipline de l'autre. Bien sûr, je ne vais pas me faire biologiste, je ne vais pas me faire physicien, mais je m'ouvre au langage de l'autre autant que je peux, de pouvoir concerter, de pouvoir bénéficier de son expérience. Et cette approche transdisciplinaire, précisément, à mon avis, est celle qui permet de dépasser le marché. On voit d'ailleurs que les économistes écoutent de plus en plus les climatologues, par exemple. Pardon, on voit que les économistes écoutent de plus en plus les climatologues. Oui, par oui, exemple. bien sûr. Donc cette transdisciplinarité, elle est déjà... Et c'est très bien. Tout ce qui est ouverture, je ne dis pas que tout ce que font les économistes est mauvais. Quand ils s'ouvrent, bien sûr, c'est absolument excellent de s'ouvrir. Mais réfléchissons, si on ramène tout à une seule discipline, au fond, ce que l'on fait quand on refuse la transdisciplinarité, on ramène les autres disciplines à sa propre logique. C'est-à-dire, comme, bien sûr, il y a une approche économique de l'environnement, mais elle n'englobe pas tout. Elle peut nous apporter des clartés, des lumières, mais elle n'englobe pas tout. Alors, si je réduis chacune de ces disciplines à la logique de l'économie, ça s'appelle réductionnisme. Ça n'est plus de la science, c'est du réductionnisme. Et le réductionnisme, c'est vraiment le péché capital en matière de discipline, quelle qu'elle soit. Alors, il nous reste que quelques minutes pour la troisième partie qui concerne les solutions. On va quand même prendre le temps d'en parler. Agnès Benassi-Kéré, je me tourne d'abord vers vous. Vous teniez, vous, à apporter une note d'espoir, notamment par rapport aux étudiants ou aux lycéens qui nous écoutent aujourd'hui. Pour vous, les économies sont résilientes ? Oui, alors je voulais apporter en effet une note d'espoir et dire que les choses bougent en fait. Donc d'abord, effectivement, les économies ont été étonnamment résilientes. Moi, j'étais impressionnée de la capacité des entreprises et des ménages à traverser cette période de la pandémie aiguë. On a vu que les confinements successifs... les confinements successifs ont eu un coût économique de plus en plus faible, ce qui démontre une capacité d'adaptation étonnante. On voit que sur le plan international, les choses bougent. On a eu l'accord de l'OCDE sur la taxation des multinationales, c'est extrêmement important. Les États ont besoin de ressources pour financer cette transition et c'est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose qui durait depuis des années et des années. C'est vraiment un très beau résultat, même s'il ne faut pas s'arrêter là forcément. Et puis, il y a encore des détails à régler. Et sur le plan européen, on a cité la stratégie Fit for 55, le budget européen qui est donc axé sur la transition en lien avec le Green Deal, qui est la stratégie de la nouvelle Commission européenne. Donc on a vraiment une coordination avec un programme ambitieux de transformation de l'économie européenne. Et financé par un budget commun que je croyais impossible. Donc, il y a vraiment des limites qui ont été repoussées. Il y a une prise de conscience et même un engouement, je dirais même, de la finance pour l'investissement responsable et même l'investissement dans la transition. Il y a des problèmes quand les investissements sont à très long terme, donc là, il y a besoin d'une intervention publique. Mais quand même, ça bouge énormément. Et donc, je pense que c'est assez enthousiasmant pour les jeunes d'arriver justement dans le monde du travail à ce moment crucial où les choses changent.
Voilà. Michel Aglietta, je me tourne vers vous. Quelle solution vous envisagez? Est-ce qu'il faut changer complètement de modèle? Est-ce que, quitte même à parler de décroissance, ou est-ce que c'est un gros mot? C'est la question. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est un modèle de transition climatique ordonné. Et là, malheureusement, vous avez laissé peu de temps pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire cette question-là, la dernière. J'insisterai sur 2 fondements, uniquement pour l'instant, hein, mais des fondements essentiels. La question de la valorisation du carbone et la question du dispositif politico-financier pour le mettre en œuvre. L'importance de la valorisation du carbone. Il faut une double valorisation du carbone et pas un seul prix du carbone. Car ceci est fondamental. 2 choses sont complètement différentes. Le prix de marché du carbone, qui est un malus, par rapport aux ceux qui achètent des produits carbonés et qui devraient en acheter moins. Mais évidemment, ce prix du carbone ne peut monter que très progressivement, puisqu'il entraîne ce qu'on appelle des actifs échoués, ou stranded assets en anglais, qui crée évidemment une dévalorisation du capital des entreprises qui les possèdent et donc des acteurs financiers qui les détiennent. Et il est clair que si on fait une brutale dévalorisation de ces actifs carbonés, on aura une transition chaotique, hein, avec, disons, des dévalorisations en chaîne de tout un ensemble de secteurs. Donc ce prix-là, il doit évoluer progressivement. Mais ce n'est pas du tout la même chose que l'autre prix, c'est-à-dire la valeur du carbone évité dans des investissements nouveaux, qui n'est pas du tout la même chose. Car cette valeur du carbone évité, ce n'est pas un prix de marché. C'est ce qu'on appelle en anglais un shadow price, hein, ou, comme le dit Alain Quinet, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est la valeur tutélaire du carbone. Ce prix-là doit être très élevé tout de suite. Pourquoi? Pour permettre aux entreprises qui veulent faire de l'abattement carbone, calculer le rendement prospectif financier, un rendement suffisamment haut pour prendre le risque de ce type d'actifs, puisqu'on est à ce moment-là dans des investissements complètement nouveaux. Donc, on leur dit, l'État leur dit en quelque sorte, puisque c'est lui qui va décider de ce prix, cette valeur du carbone évité. Je vous donne ce prix-là et vous calculez les investissements que vous voulez faire, vous calculez votre rendement prospectif en introduisant ce prix. Et vous avez comme ça un calcul possible de la valeur monétaire de votre rendement financier. Et si vous rapprochez le rendement financier des entreprises grâce à ce prix, c'est-à-dire à cette valeur tutélaire du carbone, vous pouvez obtenir évidemment la possibilité d'avoir suffisamment d'entreprises qui se lancent dans ces opérations, y compris des PME, c'est ça qui est important, hein. Et le point crucial derrière ça, c'est une fois qu'on a ça, on a ces rendements, mais il faut éviter le greenwashing. Il faut éviter qu'une entreprise dise « mais moi, je vais vous faire un formidable abaissement de carbone, etc. » Donc, il faut une nouvelle industrie, si j'ose dire, qu'on appelle les experts capables d'identifier la quantité de carbone évitée dans un investissement donné une fois qu'il a été fait. Et si vous multipliez la valeur du carbone évité par la quantité qui a été validée par des experts, vous avez ce qu'on appelle des actifs carbone, c'est-à-dire de ce qui a été évité dans la société et qui a évidemment un rendement social. Et le rendement privé, se rapprochant du rendement social grâce à ça, c'est facile maintenant de passer à la finance. La finance, c'est la suivante, c'est-à-dire que les experts en question donnent un certificat carbone aux entreprises qui ont abattu. Et ce certificat de carbone, les entreprises l'envoient à leur banque et ça règle complètement la dette de leur investissement puisqu'il a été validé par les experts. Et vous avez un actif carbone mesuré de manière monétaire puisque vous y avez introduit le prix la valeur du carbone évité. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer à une finance qui correspond à ça. Et c'est donc là le problème d'une finance responsable pour le coup, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble, secteur par secteur, enfin domaine par domaine, ces titres, hein, ces valeurs du carbone évité, vont devenir des titres par titrisation. On titrise par secteur, on titrise par domaine, on titrise par pays.
Cette titrisation donne des obligations carbone. Et le point très intéressant à ce moment-là, et c'est justement quand on dit les acteurs financiers commencent à s'engager là-dessus, là, ils peuvent le faire avec de vrais carbone vert. Ils achètent ces obligations carbone, ils changent leur portefeuille financier dans le bon sens, et la Banque centrale peut régler le prix de ces obligations carbone par son quantitative easing, c'est-à-dire par sa politique quantitative. Le point crucial, c'est qu'à long terme, alors c'est-à-dire en 2050, au moment de la neutralité carbone, le prix de marché du carbone est rattrapé la valeur du carbone évité, de sorte qu'en effet, il n'existe à ce moment-là plus qu'un prix du carbone compatible avec la neutralité carbone. Voilà ce qui me semble être une programmation possible d'un modèle de changement climatique. Sylvie Faucheux, tout ça, ça suppose des compétences nouvelles. Il est question aussi de millions d'emplois qui pourraient être créés grâce finalement à ces bifurcations. Oui, et effectivement, nous parlons d'innovation en tout genre, y compris en matière de finance, mais ça pose des questions de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui vont, énormément de métiers, tous les métiers sont impactés par ces bifurcations et par ne serait-ce que la transition écologique ou énergétique. On parlait de finances vertes, on parlait de nouveaux business models, on peut parler d'économie circulaire, etc. Eh bien, cela suppose en fait une mise à niveau de l'ensemble des compétences aujourd'hui qui sont sur le marché. Et donc, ça signifie qu'il va falloir former ces personnes ou bien nous allons assister à une destruction d'emplois massive de façon en tout cas transitoire. C'est important et la Commission européenne a mis l'accent sur cette question il y a environ 5 ans maintenant pour essayer d'encourager en fait tout un programme de formation au niveau européen, le lifelong learning, c'est-à-dire en fait la formation tout au long de la vie autour de ces questions de transition écologique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'experts aujourd'hui qui se penchent sur des compétences qui seraient validées au niveau européen. On parle des fameux RNCP chez nous, mais en fait, c'est en train de travailler au niveau européen pour pouvoir répondre, en tout cas, à ces enjeux de transition écologique. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les jeunes, il y a des créations d'emplois et des emplois nouveaux, puisque là encore, dans le cadre de la directive européenne de l'économie circulaire, qui est la plus grande directive européenne depuis 20 ans et qui est en train de s'appliquer progressivement à tous les pays européens, on parle de 20 millions de créations d'emplois, et cela au niveau local, au niveau européen. Donc autour du recyclage des déchets, de la conception, on pourrait dire, écologique, par exemple, des parcs industriels. Donc en fait, il y a énormément de création d'emplois autour de ces bifurcations. Et bien entendu, moi je vous invite pour vous spécialiser, à bien regarder vos choix en ces matières. Ce n'est pas parce que vous allez faire un master de développement durable, par exemple, que vous trouverez nécessairement des débouchés. Mais en revanche, il y a des masters aujourd'hui sur le management de l'éco-construction, je vais dire, ou des choses comme ça. En fait, en tout cas, au niveau des métiers qui peuvent vous intéresser, il y a énormément donc, de formations nouvelles qui vont vous amener vers ces nouveaux métiers. C'est important, je pense, d'avoir ça en tête. Mais je voulais aussi rebondir justement sur les innovations qui vont avoir lieu et sur le rôle de la planification. Je terminerai là-dessus. Parce que peut-être que c'est le terme planification qui fait peur. Moi, je préfère la prospective. Et en tout cas, vous avez eu raison d'indiquer que nous avons perdu cette habitude qui était dans les années 90, en fait, très bien développée, autour aussi en Europe et dans d'autres pays, la prospective concertative. Et d'ailleurs, au niveau européen, il y avait le forum consultatif européen qui avait été mis en place par Jacques Delors, auquel j'avais eu la chance de participer, qui mettait autour de la table
table différents types d'acteurs, c'est-à-dire aussi bien des experts que des artistes, que des journalistes, etc. Et au cours de ces exercices, je me souviens très bien, il y avait la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme innovation, comme recherche en matière de transport. Et en fait, un romancier avait dit, mais en fait, c'est plutôt les gens, ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir avoir une mobilité. Et en fait, on est parti à ce moment-là, les réflexions sont parties sur la mobilité, sur les innovations en matière de mobilité. Et c'est à l'issue, en fait, de cet exercice qu'est venue l'idée que ce qui était important, c'était les services à la mobilité. Et on a commencé à ce moment-là à voir se développer tout ce qu'on appelle comme économie de la fonctionnalité aujourd'hui, le remplacement des produits par des services. Et je pense que c'est important parce que vous voyez que quand il y a différents types d'acteurs autour de la table, eh bien, il y a des idées nouvelles qui émergent et ces exercices de scénarios, de perspectives sont importants. De la même façon, toujours dans cet exercice, quelqu'un avait proposé finalement de remettre au goût du jour les dirigeables pour les transports à longue distance. Et c'est formidable parce qu'en fait, il y a aujourd'hui une start-up qui est en pleine évolution, qui a été créée par, en tout cas au niveau de la recherche, par l'ex-directeur de l'innovation de PSA, qui était un professeur d'université de physique d'Orsay, qui s'appelle Flying Waltz, je vous invite à regarder, qui est en train de décoller, c'est le cas de dire, de façon énorme, pour faire du transport de marchandises à longue distance avec des dirigeables marchant à l'énergie solaire. Et donc, je pense que voilà, ça ce sont des exercices qui peuvent nous amener sur des innovations qui seront aussi des sources d'emploi de demain. Alors, on arrive au terme de cette session. Effectivement, on voit que beaucoup de questions émergent. Vous aurez plusieurs jours pour en discuter. Un dernier mot très court, René Passet, je vous laisse terminer. Quel message vous avez à faire passer aux jeunes, notamment, pour l'avenir? Très rapidement, on est obligé de clôturer. Alors, très rapidement, c'est simple. Si on raisonne en ne quittant pas le terrain de la stricte rationalité, le monde est embarqué dans une telle mésaventure. Les explosions de problèmes se multiplient et pour moi, tout est fichu. C'est très simple. On ne peut pas terminer là-dessus. Non, tout est fichu, mais ça va venir. Ah, il y a un mais. Bien sûr. Mais après tout, écoutez, nous savions tous que l'humanité n'était pas éternelle. Si ça devait tomber sur nous, c'est la faute n'a pas de chance. Mais après tout, il y a peut-être quand même un peu d'espoir parce qu'il y a ce fameux point critique. Il y a toujours la possibilité qu'un phénomène inattendu vienne tout bouleverser. Qui, avant la chute du mur de Berlin, aurait parié qu'un tel événement se produirait, entraînerait la chute de l'Empire soviétique sans qu'il en coûte une goutte de sang? Eh bien, on peut toujours espérer en une innovation salvatrice. Moi, je crois que si elle doit se produire, ce sera dans le domaine de l'innovation technique, scientifique, et c'est là que se fera la percée. Je pense que c'est par là, et c'est très imprévisible, mais ça n'est pas impossible. Regardez ce qui vient de se passer avec la mise au point des vaccins anti-Covid. C'est la première fois qu'on produit aussi rapidement des vaccins. C'est-à-dire que si on y met les moyens, on le peut, et c'est par conséquent possible. Alors, en attendant, un dernier point, en attendant, il faut gagner du temps. Et là, j'ai un dernier espoir, c'est les fameux... je ne comprends pas pourquoi on n'exploite pas plus systématiquement la possibilité des plateformes énergétiques, ces fameux smart grids qui unissent plusieurs pays, qui pourraient être étendus à l'échelle européenne, bien qu'ils aient commencé à être déjà mis en place, dans lesquels toutes les consommations et les productions, depuis la maison familiale
jusqu'à, disons, l'échelle européenne, sont mises en contact en permanence. Les excédents des uns servant à résorber les déficits des autres. Cela met en place une complémentarité une complémentarité qui déboucherait nécessairement sur la solidarité, je crois, et renforcerait forcément la solidarité européenne. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette séance d'introduction et puis je vous souhaite un bon printemps de l'économie. À tout de suite.